BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, merci d'être avec nous peut-être devant votre télé sur 01 TV ou sur BFM Business ou peut-être dans vos oreilles puisque De quoi je me mêle, vous savez, c'est un podcast audio toutes les semaines, 52 minutes pour revenir sur toute l'actualité tech de cette semaine. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter avec le hashtag DQJMM, n'hésitez pas, vous pouvez nous laisser vos petits commentaires comme ça arrive assez souvent, et puis bien sûr la page De quoi je me mêle qui vous attend. Merci d'être là, De quoi je me mêle, c'est parti. Et on va se faire plaisir cette semaine. Allez, quasiment 1 heure pour revenir sur toute l'actualité tech de cette semaine avec nos 2 spécialistes qui sont là. Ils ont révisé leur sujet, croyez-moi, ils sont au top. D'un côté, Éric Le Bourlou. Bonjour Éric. Hello, salut. Rédacteur en chef de 01net.com et Anthony Morel, bien sûr. Salut Anthony. Salut, j'ai mes fiches, donc bien révisé. Il a ses fiches. Papier, à l'ancienne. Ouais, bah oui, et bien sûr, c'est le meilleur. Écoute, moi j'ai essayé sur tablette, mais j'ai besoin de papier toujours. Petite dédicace à Nicolas Lelouch qui venait avec son petit carnet, tu sais les petits carnets oui, là, avec ses resté petites à l'ancienne, très carnet, voilà, Nico. on le salue Nicolas parce que je sais qu'il nous écoute. Alors. L'actualité de cette semaine, très 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 riche. Vous allez voir, pendant 52 minutes, on va pas chômer. Et on va parler jeux vidéo, tiens, pour débuter, avec pas mal d'actu dans ce domaine. Et notamment, un succès incroyable, à la fois critique et commercial d'un jeu qui est sorti en février dernier. Il s'agit de Elden Ring. Et tu voulais nous en parler, Eric, et puis on rebondira après avec Anthony, bien sûr. Oui, tiens, c'est d'ailleurs, on est accueilli par de sacrées créatures. Oui, c'est vrai. Si vous êtes avec nous à la télé, ça fait un peu flipper quand tu même. dis Elden Ring, toi. Qu'est-ce que c'est? Elden Ring. Elden Ring. On commence sur des bonnes bases. Oui, c'est vrai. Elden Ring. Pardon. Ouais, c'est en fait Elden Ring est donc un jeu qui est sorti il y a quelques semaines et qui donc son éditeur Bandai Namco vient de communiquer sur les ventes du jeu et qui sont exceptionnelles puisque le jeu serait vendu à 13 millions d'exemplaires, ce qui est exceptionnel. Alors exceptionnel, il y a déjà des jeux qui sont vendus à des millions d'exemplaires très rapidement comme ça. Mais des FIFA, enfin tout ça. Oui, alors oui, il y a des Call of Duty, il y a des choses comme ça. Mais ça c'est à peu près normal, on va dire. C'est à peu près normal, mais ce jeu-là, en fait, il était un petit peu... Alors, bon, il y avait une énorme hype avant sa sortie. Tout le monde... En fait, les fans de la franchise Dark Souls, alors je ne sais pas si vous connaissez la franchise Dark Souls. Classique. Toi, tu en as peut-être... J'en ai écumé quelques-uns. Sans réussir à les finir, parce qu'ils sont très difficiles, on va y revenir. Voilà, mais c'est ça, oui, c'est très difficile. Mais effectivement, ce n'est pas un jeu comme GTA ou comme Call of Duty, enfin, des grands classiques du jeu vidéo. C'est un jeu un petit peu étonnant, et c'est d'autant plus étonnant qu'il se vende aussi bien en seulement quelques semaines. Parce que c'est un jeu, effectivement, comme tu l'as dit, très exigeant plutôt, qui est le dernier d'une lignée de jeux qui étaient plutôt considérés comme des jeux de niche, entre guillemets, des jeux un peu d'experts, qui étaient très réputés, certes, par les joueurs qui les apprécient, mais qui n'étaient pas des jeux... d'un jeu de niche, on va dire, d'une grosse niche. Voilà, une grosse niche, mais pas des jeux, on va dire, très populaires comme Call of Duty ou des jeux beaucoup plus, on va dire... Puis des jeux pour un public, on va dire... un peu plus âgé, un peu plus mûr aussi. Alors Call of Duty et GTA, tu me diras, c'est aussi, mais par rapport à un Pokémon, tu vois, c'est quand même moins généraliste. C'est-à-dire que ce sont des jeux, Elden Ring, faut décrire un petit peu pour ceux qui nous écoutent, mais c'est un univers médiéval fantastique assez proche de mangas comme Berserk par exemple, donc qui sont quand même assez violents, avec un bestiaire très riche, hyper riche. Enfin, c'est génial. Enfin, en termes de game design, de character design, profondeur de jeu, c'est très très beau. C'est-à-dire que les personnages, les boss sont incroyable. Tu as aussi une architecture de niveau, l'éditeur est connu pour ça, avec des niveaux qui sont gigantesques, une architecture monumentale comme ça. C'est à la fois très beau, mais en même temps, c'est pas pour n'importe quel joueur, parce que d'une part, c'est quand même un public relativement, alors je crois que c'est Peggy 16, donc ce qui limite un petit peu. Et puis, comme tu le disais, c'est la difficulté du jeu, mais moi je trouve que c'est ce qui est génial avec From Software, donc avec cet éditeur qui est donc l'éditeur des Dark Souls, ils ont aussi fait Sekiro, ils ont fait comme ça plusieurs séries de jeux qui sont en fait, je trouve que la difficulté, c'est ce qui relie la communauté, c'est-à-dire que la communauté s'enorgueillit
de réussir à terminer ces Exactement. jeux qui sont très difficiles, à tel point d'ailleurs que avant la sortie d'Elden Ring, il y a eu tout un débat sur est-ce qu'il faudrait que ce jeu ait un mode facile, tu vois, pour qu'il soit plus accessible justement Oui, pour un pour ne pas public frustrer les joueurs. casual, pour ne pas frustrer les joueurs. Et il y a eu une énorme levée de bouclier de la part des puristes en disant mais c'est hors de question, Eh ouais, bien ça sûr. tuerait complètement Exactement, la ouais. nature du jeu que de mettre un mode facile. Le but du jeu là, c'est justement d'en baver, quoi, voilà, d'avoir du mal, d'avoir une courbe de progression qui est difficile, et donc d'y passer du temps et de mériter la victoire, de mériter de finir le jeu. Alors je dois être tout à fait transparent, moi je ne l'ai pas encore commencé, alors il est installé, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Voilà. Donc c'est sur console, hein, rappelons-le. c'est sur PS4, PC et console. PC et console. Voilà. Mais par contre, j'ai regardé beaucoup de speedrun parce que PS4, tu as beaucoup de joueurs qui s'amusent, alors surtout sur ces jeux très exigeants, à essayer de les terminer le plus rapidement possible ou de faire des all boss no hit, c'est-à-dire de battre tous les boss mais sans se faire toucher une seule fois. Enfin, c'est génial, tu as toutes sortes de bien défis sûr. comme ça. Ouais. Et donc, effectivement, il y a une énorme émulation autour de ce jeu, mais qui le mérite bien. 96% sur Metacritic, hein, quand même, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est vrai que effectivement, on peut aussi expliquer ce succès par de très bonnes notes dans les tests. Il a été, voilà, je crois qu'il n'y a pas eu de jeu récent qui a eu une aussi bonne note Metacritic qu'Elden Ring, en tout cas dans l'année précédente. Et puis aussi une espèce de hype qui s'est emparée de Twitch. Hein. Tous les streamers un petit peu sérieux ont au moins streamé une fois du Elden Ring, et en fait il y a eu une espèce d'émulation comme ça au moment de la sortie du jeu qui, à mon avis, a fait aussi Mais que bien les sûr. gens qui Ça ne fait une seraient- auto-promo qui ne se monstrueuse. seraient pas intéressés forcément au jeu au départ parce qu'ils ne connaissaient pas la saga des Dark Souls, etc., se sont mis à vouloir essayer ce jeu. Ce qui est intéressant aussi, peut-être on n'en a pas parlé, c'est que par rapport au jeu qu'ils faisaient précédemment, c'est un open world, donc c'est un jeu en monde ouvert, un peu comme Zelda par exemple, Breath of the Wild, qui avait fait beaucoup parler en 2017 quand il est sorti. Et c'est aussi peut-être ça qui a plus attiré les joueurs, sachant que c'est vrai que généralement les jeux qui se vendent très très bien, ce sont des jeux où on contrôle un personnage dans un monde complètement ouvert, où on peut explorer comme ça, où on peut aller où on veut, où on a envie. Et en fait, effectivement, c'est un monde ouvert, donc c'est quelque chose d'assez classique, on va dire, mais à la sauce From Software, donc avec ces combats très difficiles, ces boss qu'on est content d'avoir vaincus. Et donc, c'est vrai que le mélange des deux fait qu'en fait, c'est une réussite, quoi. Et moi, je trouve que le côté, encore, je reviens à ça, hein, mais le côté, la victoire, ça se mérite. Tu vois, avancer dans le jeu, ça se mérite. Je trouve que c'est un côté rafraîchissant aujourd'hui. Alors, pardon, je vais rentrer en mode vieux con on, hein, d'accord. Mais moi, quand j'étais petit et que je jouais aux jeux vidéo, les jeux vidéo, c'était très difficile. C'est vrai. Tu vois, enfin, Oui. tu jouais même à Mario. Mario, t'avais tes 3 vies, et puis quand t'avais fini tes 3 vies, tu mourais. Alors, si tu pouvais récupérer son pièce pour avoir une 4e vie, mais enfin, c'était compliqué. Là, maintenant, tu joues à Mario, t'as des vies Et puis quasiment infinies. t'avais une satisfaction énorme quand tu terminais soit un niveau, soit quand tu terminais Mais le jeu. bien sûr, retrouve des Tortues Ninja ou Mais des bien Ninja sûr. Gaiden sur NES, c'était juste impossible. Enfin, quand Et en fait, on a c'est- tous terminé le premier Zelda, c'était mais bien incroyable, sûr, la fierté exactement. qu'on avait. Et maintenant, en fait, je trouve, mais peut-être, non, mais encore une fois, c'est vraiment, je caricature et je me fais un peu l'avocat du diable. Mais si tu veux, le joueur aujourd'hui est vraiment pris par la main, et c'est une bonne chose parce que du coup, ça amène aussi un Bien public. sûr. C'est aussi ce qui a permis la démocratisation du jeu, hein, donc il ne s'agit pas de cracher là-dessus. Mais du coup, je trouve que de retrouver des niches comme ça, et même des jeux qui connaissent un certain succès, mais qui sont quand même difficiles, et ben, je trouve ça un petit peu rafraîchissant. Voilà. Alors, je ne fais pas partie des gens qui disent non, mais il faut absolument pas mettre de mode facile parce que ça ruinerait pas mon expérience de joueur à moi qu'il y ait un mode facile. Mais je trouve que dans l'esprit, c'est assez malin Oui, tout à de fait. prendre Ouais. ce contre-pied-là et de s'adresser à une frange de joueurs en leur disant voilà, Après, va falloir donner des D'où efforts l'importance pour les scénaristes et pour pour que les vous y game arriviez. designers de bien doser la difficulté du jeu. Clairement. Parce que c'est vrai que après, voilà, quand on a, voilà, on va dire des passages qui sont hyper compliqués, ça peut aussi décourager certains joueurs. Bien Ça, sûr, c'est ça le truc. Absolument. Mais en fait, justement, la beauté de ces jeux-là, c'est que effectivement, on peut être découragé parfois par un boss qui paraît trop difficile, mais on a tellement envie de le passer finalement, on a tellement envie qu'on va arrêter la console, on va arrêter le PC, et puis le lendemain on va y retourner, puis dire non, je vais réussir à le battre. Et en fait, c'est un petit peu ça qu'ils ont réussi à faire dans leur précédent jeu, et puis dans celui-là aussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à entretenir l'intérêt du joueur, et effectivement, quand on bat un boss ou quand on arrive à une nouvelle zone, on est super
content. Et puis la différence par rapport à avant aussi, c'est qu'on a énormément de ressources en ligne, que ce soit sur YouTube des tutos, les vidéos sur Twitch. Et donc même si le jeu est difficile, même si le jeu est très difficile, on va quand même t'expliquer comment aller farmer à tel ou tel endroit pour récupérer de l'expérience. À l'époque, on allait dans les kiosques et on achetait en fait les solus des jeux. On achetait ou on regardait vite fait et puis on repartait parce que tu avais besoin juste de la soluce pour le jeu que tu étais en train de faire. C'est ça, exactement. Bon, alors c'est quelle page? Et t'avais le gars qui te regardait à côté, tu vas l'acheter le journal ou pas? Alors t'essayais de retenir, alors attends, croix, bas, haut, gauche, droite, ok. Voilà. Oui, parce que là t'avais pas le téléphone portable avec l'appareil photo pour prendre une photo. Évidemment. Mais j'ajoute qu'avant, effectivement, les jeux vidéo étaient beaucoup plus difficiles avant, ça c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'ils étaient beaucoup plus courts et qu'en fait, effectivement, c'est vrai qu'un quelqu'un qui veut faire un Mario, le premier Super Mario Bros de la NES par exemple, finalement quand tu regardes le nombre de niveaux qu'il y a, c'est un jeu qui peut se finir très vite mais qui est très difficile parce que finalement il y a assez peu de contenu et maintenant effectivement comme les jeux ils sont beaucoup plus longs, beaucoup plus gros, on a aussi baissé la difficulté pour pouvoir permettre aux joueurs de découvrir l'ensemble du jeu. Donc effectivement Elden Ring c'est un petit peu différent, mais effectivement il a la difficulté est quand même aussi peut-être un peu moins grande que sur les précédents jeux de From Software, puisque comme c'est un open world, on peut un peu se balader où on veut et donc faire grimper son personnage. Quand il y a un boss qu'on n'arrive pas à battre, on peut aller ailleurs, etc. Donc on peut farmer, comme tu dis, pour récolter, en fait, pour faire monter en puissance son personnage et revenir après. Voilà pour ce jeu. Tiens, dites-nous avec le hashtag DQG, même sur Twitter, si vous voulez réagir sur Elden Ring. Toujours dans le jeu vidéo, on va maintenant parler de hardware, après le soft. Alors, est-ce que c'est un signe des temps? Bon, on vous balance ça comme ça, mais il y a une explication. Pour la première fois, Eric, les ventes de consoles sont bouleversées sur les next-gen. Oui, alors c'est en Europe, c'est les ventes de consoles européennes, et effectivement, alors on a toujours la Switch qui est devant, ça continue à se vendre. Tranquillou bilou. Voilà. Alors qu'elle est plus vieille que les autres. Voilà, avec un hardware qui date de 1936. Bah ouais, mais ça marche. Ça marche. Mais oui, comme quoi ça fait pas tout. Voilà, ça fait pas tout. Voilà. Évidemment. Donc ça, pour l'instant, ça ne change pas. La Switch est toujours. Bon, il y a le modèle OLED, peut-être qui a quand même aidé à vendre de nouvelles Switch, mais pour la première fois en Europe, les ventes de Xbox ont dépassé celles des PlayStation. Et ça, c'était du jamais vu. C'est vrai que en Europe, c'est un marché très, très, très PlayStation, contrairement aux États-Unis où c'est plus nuancé. Et pour la première fois, donc, les ventes de Xbox ont dépassé celles des PlayStation, ce qui effectivement n'était jamais arrivé. Wow. Donc, on pourrait se dire effectivement, bravo Microsoft. Enfin. Sony est branlé. Exactement, Sony est branlé. En fait, ce qui se passe. Plus personne ne veut de la PS5, c'est ça en fait. Oui, voilà, personne ne veut de la PS5. Moi, je vous la donne, la mienne. Mais oui, si vous voulez. Moi aussi. Non, mais franchement. Ouais, ce qui se passe surtout, c'est qu'effectivement, c'est toujours le même problème, c'est qu'il est très difficile de trouver des PS5, alors qu'on peut trouver des Xbox. Et en fait, simplement, je pense qu'au bout d'un moment, les joueurs ont envie de changer de génération de console et ils se tournent vers ce qui est disponible. Et en l'occurrence, trouver une PS5, ça reste compliqué. Alors certains, un petit clin d'œil à Pierre en régie, on en trouvé, mais c'est pas évident. Je trouve qu'il a d'ailleurs des valises sous les yeux Pierre, depuis quelques jours. C'était plus, Mais en revanche, il existe sur le marché, on peut trouver facilement un modèle de Xbox. Alors pas forcément la Xbox Series X, le modèle le plus performant, mais la Xbox Series S, qui est le modèle sans, on va dire, lecteur optique et donc est un peu moins spéqué, une console un peu moins performante. Et celle-là, on la trouve. Donc effectivement, cette explication, effectivement, Xbox dépasse Sony, mais il faudrait voir. Elle est un petit peu moins chère la Series S. Elle est moins chère, je crois qu'elle est à 299 € si je ne m'abuse. Mais tu as raison de dire que c'est aussi parce que là, il y a des gens qui se tournent vers ce qui est disponible finalement. Et on parlait d'Elden Ring à l'instant, mais tu as des jeux comme ça qui sont ce qu'on appelle des system sellers, c'est-à-dire qu'ils sont tellement puissants que tu as envie d'y jouer, et si tu n'as pas la bonne console, t'achètes l'autre. Et puis j'imagine qu'il y a une vraie gap il y a un vrai gap technologique entre la PS4 par exemple et la PS5 sur ce type de jeu. Pour le coup. Alors je n'ai pas vu d'analyse technique des deux versions. En général, bizarrement, et pour l'instant, parce qu'en fait il n'y a pas un parc installé suffisant, les versions PS4 et notamment Pro et PS5
télé en 4K, c'est tout. Voilà, et généralement, ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a une différence de framerate. On est souvent sur la PS5 à 60 images par seconde, tandis que sur PS4 Pro, on reste à 30 images par seconde. Il n'y a pas vraiment une révolution au niveau graphique. Au niveau graphique, sur des jeux qui sont comme ça, cross-gen, on va dire, qui sont à la fois disponibles sur les générations précédentes et les nouvelles, il n'y a pas vraiment de bouleversement graphique, puisque ce sont des jeux qui ont été conçus pour être disponibles sur les deux plateformes. Mais pour le coup, quand tu joues à Demon's Souls, qui est un autre From Software, alors qui est une adaptation d'un vieux jeu, mais qui a été spécifiquement refait pour la PS5, là tu vois la différence. C'est-à-dire qu'il c'est un des plus beaux jeux sur PS5, il est vraiment magnifique. Alors donc, il y a cette première bonne raison, c'est-à-dire que si on veut une console next-gen, aujourd'hui on n'a pas le choix, c'est plutôt la Xbox. Et puis il y a aussi tous les efforts que fait Microsoft en termes d'offres de jeux pour séduire un maximum de joueurs, et notamment leur Xbox Game Pass, qui est un truc que Sony essaie de mettre en place. Peut-être qu'ils vont y venir, sans doute d'ailleurs, mais pour l'instant... C'est vrai que là-dessus, Microsoft a plutôt un coup d'avance sur l'idée d'avoir, même si c'est pas exactement ça, mais un Netflix du jeu vidéo, on peut le dire comme ça, pour simplifier un petit peu. Et c'est vrai que tout le nerf de la guerre, c'est d'avoir un parc de consoles installé suffisamment important pour que, quand tu vends ton service d'abonnement quelques euros par mois, eh bien, tu puisses générer un maximum de revenus. Donc, en termes de modèle économique, des revenus réguliers qui ne sont pas liés à l'actualité du jeu vidéo. Exactement. En plus. Et c'est tout l'enjeu aussi derrière les grosses acquisitions qu'a réalisé Microsoft ces derniers temps. On avait beaucoup parlé, Microsoft Activision Blizzard, qui est vraiment le deal du siècle. Le temple du jeu vidéo. Clairement, en termes de deal, là, c'était quand même quelque chose. Il y avait eu avant Bethesda, qui était aussi costaud, autour de 8 milliards de dollars. Donc évidemment, le but, c'est d'avoir un catalogue le plus pléthorique possible pour pouvoir remplir le Game Pass et pour pouvoir convaincre les joueurs de payer quelques euros par mois et donc de générer du revenu récurrent qui soit donc imperméable aux aléas et au cycle du marché. En fait, tout l'enjeu est là. Ouais. Et d'ailleurs, on l'évoquait dans De quoi je me mêle il y a quelques semaines de cela, Sony sera en train d'affûter ses armes aussi pour sortir une offre à peu près équivalente. Ça va être intéressant de voir, par exemple, un Gran Turismo qui vient de sortir là sur PlayStation 5, qui est au passage incroyable. Et 4 d'ailleurs. Voilà. Et 4 aussi, bien évidemment. Imaginez demain, vous vous retrouvez avec tout l'univers des jeux Sony avec un abonnement. C'est ça. Ça change la vie, quand même. Enfin bref. Après, il faut voir effectivement s'ils arriveront à avoir un catalogue aussi pléthorique que celui du Game Pass aujourd'hui. Parce que, évidemment, comme le rappelait Anthony, Microsoft a mis le paquet au niveau des rachats pour pouvoir s'assurer un flux continu de jeux. Mais après, tu peux passer des accords avec Ubisoft, tu vois. Tu peux racheter Ubisoft. Et tu peux racheter Ubisoft. Non, mais après, les poches de Microsoft sont beaucoup plus remplies que celles de Sony. Il faut avoir les ordres de comparaison en termes de taille de groupe. Microsoft, c'est quand même dans le top 3 des plus grosses entreprises mondiales. Toutes catégories confondues, il faut avoir ça en tête quand même. C'est clair. Dans l'actualité, on a fait le tour du jeu vidéo. Il y a aussi Samsung qui, on ne sait pas pourquoi, a fait cette tromperie auprès de ses smartphones avec des applications. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ? Oui, je peux vous expliquer. En fait, nous, on est les premiers concernés, puisque à 01net, on teste les smartphones. Et effectivement, Samsung nous a un peu berné. Alors, ils ont berné leurs clients, mais ils ont aussi berné les testeurs de smartphones, puisqu'ils ont implémenté dans leurs smartphones, c'est notamment les plus récents, mais pas que, ils ont implémenté dans leur smartphone quelque chose qui s'appelle le GOS, un service d'optimisation des jeux, ils appellent ça, qui, en fait, va limiter la puissance du smartphone quand il fait tourner des jeux vidéo, mais pas que, aussi beaucoup d'applications populaires. En gros, il y a une liste de 10 000 applications qui sont, on va dire, throttlées, limitées par le téléphone. Et là, c'est une liste qui a été récupérée. On a toutes les applications et qui étaient en fait codées en dur dans le téléphone. Pour effectivement limiter les performances du téléphone quand elles étaient lancées. Le truc, c'est que, évidemment, comment on s'est rendu compte de ça ? Parce qu'il y a un petit malin qui a utilisé, alors c'est un bench qui s'appelle Geekbench, que nous on fait passer sur les téléphones, on ne fait pas passer que celui-là, mais on le fait passer. Geekbench, donc, vous donne des résultats de bench sur un téléphone et vous dit, il est puissant, etc. etc. Vous avez tel score sur ce téléphone. C'est des scores qui sont standardisés
standardisé, ce qui fait qu'après on peut comparer ça avec d'autres téléphones, etc. Donc évidemment, le Galaxy S22, super score sur Geekbench, tout va bien. Il y a un petit malin qui a décidé de changer le nom de l'application Geekbench pour le transformer en un nom de jeu vidéo très connu, je crois que c'était Genshin Impact. Donc il a utilisé Geekbench, mais il a changé son nom. Donc Geekbench s'appelait Genshin Impact. Ce qu'il a remarqué, c'est que du coup, Geekbench baissait. Les scores Geekbench étaient radicalement moins bons. Ce qui veut dire qu'en fait, on s'est dit, en fait, comment ça se fait et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de l'existence de cette liste. C'est que, en fonction du nom de l'application, Samsung va dire, je vais baisser la fréquence de mon processeur, des performances graphiques. Par contre, pas des benchmarks, parce que je veux que mon téléphone soit considéré comme le plus performant. Mais je vais, on va dire, pas donner le maximum de la puissance quand les utilisateurs sont sur des jeux vidéo ou même sur des applications populaires, parce qu'on s'est rendu compte que même sur des choses comme Instagram, par exemple, on n'a pas toute la puissance du processeur. Ce n'est pas très grave sur Instagram, puisqu'on n'a pas besoin d'un processeur extrêmement puissant pour aller sur Instagram. Mais pourquoi Samsung fait ça ? Samsung a utilisé cette technique pour conserver l'autonomie de son téléphone. Bien sûr. Du coup, ne pas. Donc, il a un processeur plutôt de dernière génération, plutôt puissant à l'intérieur. Le dernier Exynos, en l'occurrence en Europe. Ouais. Et c'est un Snapdragon aux US. Et aux US, un Snapdragon. Mais il fait ça effectivement pour que quand on joue à un jeu vidéo, la batterie ne s'épuise pas complètement. Le seul problème, c'est qu'il y a effectivement un peu de tromperie, puisque quand on bench un téléphone, on s'attend à avoir cette même puissance sur le reste des applications. Donc c'est ça fait penser un peu au bridage des iPhones, tu te rappelles, avec les batteries. Avec les batteries, oui, tout à fait, le battery gate. C'était ça. Parce que en fait, c'était Apple qui bridait donc le processeur, la vitesse du processeur à sur les du vieux moment où la batterie était moins bonne. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, en gros, ça faisait passer la batterie de 30 à 0% d'un coup, et donc c'était pas génial. Donc du coup, ils avaient décidé de faire ça. Et c'est pas les seuls. Il y a aussi OnePlus, je parle de contrôle, Eric, mais il y a quelques mois, qui s'était fait un peu prendre la main dans le pot, les doigts dans le pot de confiture de la même manière. Donc, est-ce que c'est vraiment ça, franchement, ça m'énerve un peu ce genre d'histoire, parce que on a vraiment l'impression là d'être floué. C'est-à-dire qu'on sait que c'est fait sciemment et que il y a zéro transparence, et que en gros il faut qu'il y ait des petits malins, comme tu dis, des mecs, des technophiles qui mettent un peu les mains dans le cambouis, qui fassent 2-3 tests, qui se rendent compte du truc pour que ça sorte. Donc tu te dis, si ces deux-là sont sortis, peut-être qu'il y en a des dizaines d'autres, peut-être que tous les fabricants font ça en réalité. Évidemment. Et il y a vraiment, alors qu'il y aurait un moyen de faire ça de manière transparente, parce que l'argument de dire on fait ça pour préserver la batterie, il est audible. Il y a des gens pour lesquels l'autonomie, c'est le truc le plus important. Peut-être qu'à ce moment-là, tu peux proposer juste plusieurs options et dire, voilà, alors tu auras le téléphone en mode dégradé, mais à ce moment-là, tu auras tant de pourcents de batterie en plus, ou alors tu auras ton jeu vidéo à 100% de capacité. Attends-toi à recharger ton téléphone toutes les 10 minutes. Exactement. Mais c'est vrai que c'est devenu tellement, et on en parlait, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, on parlait des systèmes de recharge ultra rapides pour les smartphones, et du fait que l'autonomie, c'était devenu aussi un argument commercial, parce qu'aujourd'hui, évidemment, pour se différencier sur les smartphones, alors tu as les appareils photo, mais les améliorations sont incrémentales. L'un des derniers gros points faibles des smartphones, ça reste l'autonomie. Donc tout est fait pour gratter des heures, voire des minutes. Et donc on voit que ça mène à des pratiques qui sont quand même assez déloyales en définitive. Donc voilà, on comprend l'objectif bien suivi, mais pour le consommateur, c'est quand même un peu dommage, quoi. En fait, c'est un objectif tout à fait logique de vouloir conserver l'autonomie d'un téléphone, et c'est ce que font. Et d'ailleurs, il y a plein de marques de smartphones qui vous permettent de choisir entre un mode jeu, par exemple, qui va mettre les performances à fond, ou alors un mode économie d'énergie quand on a besoin de plus d'autonomie. Le vrai truc, c'est comme tu dis, c'est que Samsung a un petit peu été pas très transparent sur cette histoire, quoi. Donc bon, on va dire. Ils ont voulu faire croire que leur téléphone était au top en toutes circonstances. Exactement, et ce n'est pas le cas, évidemment, parce qu'on ne fait pas de miracle, quel que soit le téléphone. C'est vrai que c'est dommage, ça part d'un bon sentiment, le fait de dire, écoutez, voilà, on va essayer de trouver le juste milieu entre la puissance et l'autonomie, mais comme vous le dites, il faut informer les gens. Dites-le, il faut le dire, tout simplement. La question qu'on se pose aussi, c'est que si on est en mode débridé, est-ce qu'on aura une meilleure expérience de jeu ou d'application aussi ? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a tellement de puissance aussi sur ces processeurs que finalement, il n'y aurait pas de différence. Alors je pense que sur une partie des applications qui ont une bonne partie même des applications qui ont été choisies par Samsung, on va dire,
Oui, effectivement, il n'y aura pas de différence. Il n'y aura pas de différence, effectivement, et je pense que dans leur tête, c'était ça qu'ils se sont dit. De toute façon, il n'y aura pas de différence, donc c'était pas grave. Ouais. Le problème, c'est que on a envie, et bon, je suis pas le seul comme ça, mais moi j'aime bien avoir un petit peu de contrôle sur les appareils que j'achète, et effectivement, je préfère choisir moi-même ce que je veux et c'est ce qu'on a sur PC, par exemple. Quand vous avez un PC, vous pouvez choisir si vous voulez la puissance maximale ou conserver un maximum de batterie. C'est juste un choix. Bon, en tout cas, on est en train de dire que Microsoft est cool. Vous avez vu un peu où on en arrive quand même. Mais ils sont redevenus cool, Microsoft. C'était un grand méchant loup pendant longtemps et maintenant il y en a que pour Microsoft. Mais Satya Nadella, il est tellement cool. Mais en tout cas, Samsung a fait amende honorable quand même, et donc va changer, a déjà fait une update sur ses téléphones et aussi sur tablettes. Ça concernait aussi d'ailleurs ces tablettes, c'est notamment les plus récentes. Va donc faire une update pour qu'on puisse choisir nous-mêmes ce qu'on veut faire avec nos téléphones. Le grand patron de Samsung s'est un peu excusé, c'est même carrément excusé auprès de ses clients. Donc après ils ont sans doute compris qu'il fallait faire attention avec ne pas berner à la fois les testeurs ni leurs clients derrière. Et on ne les y reprendra pas. On va voir. C'est pas facile ce truc-là. C'est pas facile. Non, on ne les y reprendra pas. Oui. Peut-être que si, en fait. C'est ça le problème, on verra. Je pense qu'en mode débridé, l'autonomie du Galaxy S22 va être de 10 minutes. Surprise. Vous allez voir, faites attention. Bon, c'est possible. La première partie de ce De quoi je me mêle est terminée. Si vous êtes sur YouTube, le deuxième module vous attend. Si vous êtes en audio, vous n'avez rien à faire, ça se poursuit. Et sur BFM Business, on revient, et sur 01 TV aussi dans un instant. On va évoquer Mark Zuckerberg. Ça faisait au moins 8 jours qu'on n'avait pas parlé de lui. Il y a pas mal de choses qui bougent avec des lunettes Ray-Ban. Il a encore parlé du métaverse cette semaine. Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai. Apple qui met à jour son iPhone à un moment clé, les amis. On va en parler dans un instant. Et puis Kaspersky aussi. Cet antivirus qui a bercé nos ordinateurs depuis très 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 longtemps. Et bien voilà, maintenant pointé du doigt sur le banc des accusés. La conséquence, bien sûr, vous le savez, c'est ce conflit Ukraine-Russie. On parle de tout ça dans la deuxième partie de quoi je me mêle. J'espère que vous serez avec nous. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.